Bonjour, avec ma collègue Vanina Mosiconacci, nous allons essayer de vous expliquer ce que l'on entend par problématique de recherche dans un mémoire en sciences de l'éducation. Donc la vidéo va consister à articuler plusieurs points, ce que c'est qu'une problématique, et puis comment on compose une problématique pour un mémoire, en donnant deux exemples de mémoires qui ont été soutenus avec des très bons résultats. Donc, où place-t-on une problématique dans un mémoire en sciences de l'éducation? Donc, introduction, cadre théorique, c'est juste après le cadre théorique que la problématique intervient, puisque la problématique se construit au regard du cadre théorique, pourquoi pas d'une question de départ et d'une pré-enquête. Donc, qu'est-ce qu'on entend par problématique de manière large? Alors, Kant, dans Critique de la raison pure, en donne un exemple. Le monde est soit le fruit du hasard, soit celui d'une cause extérieure, soit le produit d'une nécessité interne. Chacune de ces propositions a un sens, peut être développée, mais on voit bien qu'il y a des doutes, une incertitude, et que chacune de ces approches mérite d'être réfléchie, étayée et dans le cadre d'un mémoire testé. Donc, de manière large, une problématique est ce qui fait problème. Et donc Aristote explique qu'un problème désigne une recherche sur une question qui, en l'absence d'arguments décisifs, suscite ce qu'il appelle la controverse. Donc on va écouter Vanina Mosiconacci qui va l'expliquer différemment. La première chose que j'aurais envie de préciser au sujet de la problématisation, c'est qu'une recherche ne commence pas avec la problématisation. En réalité, un travail de recherche commence bien en amont, bien avant. On a tendance à l'oublier, mais la recherche, elle commence tout simplement au moment de l'exploration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploration après la problématisation, après certaines étapes, mais selon moi, un travail de recherche, il est enclenché dès qu'on explore un certain domaine, dès qu'on explore à travers des lectures, dès qu'on explore un terrain, par exemple à travers des entretiens exploratoires. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire, c'est la problématique ou la problématisation, ce n'est pas le top départ de votre recherche. En réalité, elle a déjà commencé depuis un petit moment. Alors, pour ma part, si je donne des conseils pour la problématisation, je le fais de mon point de vue très situé, qui est celui d'une enseignante en philosophie de l'éducation, puisque j'ai été formée à la philosophie et que, par conséquent, le terme problématique, pour moi, a un sens bien précis que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà si vous avez fait de la philosophie, par exemple en terminale. La problématique, ça devrait vous rappeler certaines choses, notamment par rapport à la dissertation. Donc si je devais donner un élément de compréhension de ce que c'est qu'une problématique qui soit suffisamment général pour ne pas se cantonner à la philosophie, mais qui en même temps soit fidèle à ce que moi j'ai appris, je dirais que la problématisation, la problématique, c'est la mise en tension. C'est mettre le doigt sur une tension, voire sur un paradoxe. Donc c'est une question qu'on pose parce qu'il y a une difficulté à un endroit. Donc c'est une question qui n'est pas seulement descriptive, par exemple. Par exemple, une question comme quels sont les moyens de transport les plus utilisés par les Montpelliérains, pour moi, ce n'est pas une problématique, parce que c'est une question simplement descriptive. Donc je vais essayer de faire appel effectivement à des choses que je connais, qui sont issues de la philosophie. J'utilise par exemple ce manuel, qui est un vieux manuel de philosophie, dans lequel il y a un exemple qui est donné et qui me semble intéressant pour ce qui nous occupe. L'exemple qui est donné, c'est l'exemple du sujet de dissertation suivant. L'éducation est-elle affaire de politique? Et face à cette question, le manuel, les auteurs du manuel proposent plusieurs axes de problématisation. Donc ça veut dire qu'avec cette même question, il y a plusieurs entrées, plusieurs façons de problématiser la question. Et ils écrivent la chose suivante. Problématiser cet énoncé suppose de voir à la fois la question précise qu'il pose et les questions qu'il faut résoudre pour pouvoir y apporter une réponse. Il propose ainsi 4 axes de problématisation.
un axe qui serait celui de l'éventuelle tension entre vie privée et vie publique, un axe qui serait la question d'une éducation libre. Qu'est-ce qu'une éducation libre? Un axe qui concerne plus particulièrement l'État, le rôle de l'État, quels sont ses droits et ses devoirs en matière d'éducation. Et enfin, un quatrième axe qui serait plutôt porté sur l'individu, comment se constitue l'individu. Donc il y a problématisation, selon moi, quand après une exploration sur un thème précis, sur une question qui vous intéresse, vous en venez à mettre le doigt sur une difficulté et vous arrivez à énoncer les questions auxquelles il faudrait répondre pour pouvoir au moins commencer à démêler cette difficulté. Alors voilà, à la suite de ce qui vient d'être expliqué, qu'est-ce qui compose une problématique? Donc il y a trois éléments. Le premier, c'est un argumentaire. Donc un argumentaire, c'est ce qui souligne le problème, ou le dilemme, ou la tension, ou la controverse, à partir donc soit d'une pré-enquête, soit d'une expérience personnelle, soit de ce qui a été présenté dans le cadre théorique, soit d'une combinaison entre ces éléments ou une partie de ces éléments. Le deuxième élément qui compose une problématique, c'est une question de recherche qui se veut à la fois précise et qui propose justement d'éclaircir le problème qui a été mis à jour dans l'argumentaire. Et puis pour certaines recherches, c'est utile notamment pour construire des dispositifs méthodologiques, ça peut être intéressant de formuler des hypothèses qui chacune d'entre elles, on le verra tout à l'heure, sont étayées. Et lorsque ces hypothèses sont construites, ça devient des réponses a priori, c'est-à-dire avant la recherche, a priori à la question de recherche. Voilà. Donc je vais vous donner un premier exemple qui est issu du mémoire de Cécile Renaud-Goux sur le développement professionnel d'enseignants engagés dans une enquête collaborative. Donc voilà les éléments de son argumentaire. Comme déjà observé lors des éditions précédentes du PISA, la France est l'un des pays de l'OCDE où le lien entre statut économique et performance dans PISA est le plus fort. Et l'auteur de ce mémoire souligne que le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, donc à travers sa rapporteure Marie-Hélène Grard, notait en 2015 que les pédagogies de la coopération pouvaient être un levier d'inclusion. Donc un peu plus tard dans son argumentaire, elle explique que tout cela peut répondre à des besoins ressentis à titre individuel par des enseignants qui s'interrogent sur les pratiques les plus efficaces pour favoriser les apprentissages. Et donc elle en vient naturellement à se demander qu'en est-il des enseignants directement impliqués dans un processus de recherche? Qu'est-ce qui donc a pu motiver leur engagement? D'autant plus, explique-t-elle plus loin, que les obligations de service d'un enseignant du premier degré, les professeurs des écoles, stipulent qu'ils doivent suivre 18 heures de formation par an. Or, l'enquête de l'OCCE, qui est dans le cadre méthodologique de ce mémoire, n'entre pas dans le cadre de ces 18 heures. Donc ce qu'elle relève en termes de tension, c'est qu'ils sont nombreux sur le territoire national à s'être engagés dans cette enquête, coûteuse en temps comme en énergie, et en plus de leur travail habituel, et sans que ça puisse rentrer dans ces 18 heures de formation. Donc sa question de recherche est la suivante. Dans quelle mesure un dispositif d'enquête collaborative autour d'une didactique de la coopération peut-il contribuer au développement professionnel d'enseignants qui s'y engagent? Voilà. Et donc pour cette recherche, qui est une enquête exploratoire, il n'y a pas d'hypothèse. Le deuxième exemple que je peux vous donner est celui du mémoire conduit dans une école de masso-kinésithérapie à Montpellier par Cédric Dabot sur les représentations et les motivations des étudiants tuteurs dans le dispositif de tutorat entre pairs, donc à l'IFMK de Montpellier. Donc voici la partie problématique du mémoire de Cédric Dabot, et donc il explique que l'arrêté de mars 1998 vise à développer le tutorat pour tous les élèves de premier cycle universitaire. Un peu plus loin, il explique que certains IFMK ont décidé, dans la continuité de ce qui est effectué à l'université, de proposer à leurs étudiants kinés de participer à du tutorat. Et c'est un tutorat qui est à la fois non obligatoire pour les tutorés et basé sur le volontariat pour les tuteurs.
Donc il avait expliqué dans sa partie théorique que les représentations des tuteurs sur le tutorat peuvent être différentes d'un tuteur à un autre, et elles pouvaient potentiellement évoluer avec le temps. Donc il a expliqué aussi que les représentations d'un individu influencent ses motivations. Et donc plusieurs questions restent sans réponse, et notamment celle-ci, qui devient sa question de recherche. Nous constatons au travers des éléments présentés précédemment que le tutorat entre pairs est une pratique relativement récente dans le domaine de la massokinésithérapie et que par conséquent peu de publications scientifiques ont été réalisées. Donc il en vient à définir sa question. Quelles sont les représentations du tutorat et les motivations de sa réalisation chez l'étudiant tuteur en massokinésithérapie? Voilà. Donc là, Cédric Dabo, lui, a eu besoin de déterminer des hypothèses de recherche. Il y en a 5, je ne rentre pas dans les détails. Chacune des hypothèses fait l'objet d'un étayage en référence à ce qui a été présenté dans le cadre théorique. Donc voilà ces hypothèses. Et il reprend sa problématique sous forme de schéma. Un petit peu plus loin dans son mémoire, il présente même sous forme de schéma son dispositif méthodologique. Donc question de recherche, chaque hypothèse, et ici la manière dont chacune des hypothèses va être testée par l'intermédiaire des données collectées. Donc à partir de ces deux exemples, on peut en tirer un certain nombre de conclusion sur ce qu'est une problématique de recherche. Alors, en termes d'exigence, il y a problématique de recherche lorsqu'on doit trouver des éléments de réponse à travers la recherche en cours, bien évidemment. La deuxième exigence, c'est qu'une problématique ne dispose pas de réponses qui font consensus ou qui sont évidentes, d'où l'importance de l'argumentaire qui souligne cette non-évidence. La troisième exigence, c'est qu'une problématique fait ressortir un problème, une tension entre des positions antagonistes. La quatrième, c'est que la problématique fait sens pour l'auteur de la recherche, sinon il n'y a aucun intérêt à mener cette recherche-là. Et puis la dernière exigence, c'est qu'elle tend à proposer un enrichissement à travers les conclusions qui sont présentées. Voilà, ça alimente justement l'avancée de la recherche. Donc on a pu déterminer 5 critères qui permettent de savoir si la problématique que l'on a construite est correcte ou pas encore. Donc le critère de congruence en lien avec un terrain professionnel ou de formation. Voilà. Un critère de réalisme quant à la mise en place du dispositif méthodologique. Un critère de pertinence, c'est-à-dire que la problématique trouve justification par un étayage théorique. Une tension, on en a parlé souvent, qui souligne un dilemme, une controverse, un litige, une réponse non évidente, et puis une problématique a besoin d'être précise, et notamment en utilisant des termes univoques. Voilà, nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo. Nous espérons avoir pu vous donner des éléments qui vous permettent de construire votre problématique à partir de votre expérience, d'une éventuelle pré-enquête et surtout de vos lectures d'articles et d'ouvrages de recherche. Et nous vous souhaitons bon courage pour la suite de votre travail.